continuer la mini-série de vidéos que j'ai commencé il y a quelques semaines, dont le but est de décortiquer chaque symptôme du trouble de la personnalité borderline, trouble duquel j'ai été diagnostiquée il y a maintenant quelques années et pas que. Je te laisse regarder la première vidéo que j'ai faite à ce sujet ainsi que les autres vidéos que j'ai faites qui se retrouvent dans la playlist santé mentale que j'ai sur ma chaîne. Playlist dans laquelle je documente mes découvertes, mes avancées, mes réflexions autour de tout ce processus thérapeutique et aussi les critiques que j'ai à émettre par rapport à la psychiatrie en général, parce que c'est pas parce que je parle de ce trouble comme ça que je pars du principe que c'est légitime de catégoriser les gens avec ce type d'étiquette, mais bref, ça j'en ai déjà parlé longuement dans d'autres vidéos. Dans la première vidéo de cette mini-série, j'abordais le symptôme qui concerne l'estime de soi extrêmement instable et fluctuante, et aujourd'hui on va s'attarder sur la dimension de l'impulsivité, notamment tout ce qui concerne les comportements autodommageables qui découlent justement de cette incapacité à gérer l'impulsivité. Par comportement autodommageable, j'entends comportement autodestructeur, donc tous les agissements et les choses que l'on va faire consciemment ou non qui vont à l'encontre de notre intégrité physique, morale, psychique, sexuelle, économique, bref, peu importe. En gros, le fait de se faire du mal. Parfois, ça peut être explicite, c'est-à-dire qu'on peut voir une personne borderline en crise s'infliger vraiment quelque chose de nocif pour elle, comme ça peut être implicite, c'est-à-dire une personne borderline qui peut-être va se mutiler ou peut-être va développer des addictions qui vont pas être perçues par son entourage. Avant de m'attarder concrètement sur ces symptômes-là, comment les reconnaître, comment les gérer et surtout comment essayer de faire en sorte qu'ils diminuent, on va devoir faire un tout petit peu de théorie psychologique, psychiatrique, je sais pas trop comment expliquer ça, sachant que moi je ne suis pas formée dans ces domaines-là. Moi mon truc à la base c'est la sociologie, et là quand je vais expliquer ça, je vais vraiment parler du point de vue d'une patiente. J'aimerais te parler donc de la théorie polyvagale. Donc c'est une des façons d'interpréter pourquoi on développe ce type de trouble. Donc voilà, ça vaut ce que ça vaut. Il y a plusieurs explications, il y a plusieurs manières en fait d'approcher cette problématique, et je trouve personnellement que la théorie polyvagale personnellement me permet de beaucoup mieux comprendre le fonctionnement de mon trouble que les autres explications qu'on a pu essayer de me donner. Alors ça s'appelle la théorie polyvagale parce qu'en fait le nerf vague c'est celui qui va nous intéresser pour comprendre du coup cette interprétation des choses. C'est un nerf responsable d'énormément de choses dans la régulation de notre corps. De manière générale, le système nerveux est responsable d'absolument tout, ça régule absolument tout, notre rythme cardiaque, notre température corporelle, les fonctions de nos organes vitaux. Forcément, si ce système nerveux a subi des traumatismes violents et répétés, notamment à un jeune âge, ça va se ressentir à l'âge adulte, puisqu'il y a de fortes chances de développer des dysrégulations, une difficulté à ce que le système nerveux s'auto-régule et puisse fonctionner entre guillemets de façon optimale. Pour comprendre comment ce système nerveux fonctionne, il faut remonter à l'époque primitive de notre humanité, puisque nous avons quand même plusieurs centaines de milliers d'années d'existence sur Terre, et donc notre fonctionnement ne date pas d'hier. À l'époque où on était, pour le dire vulgairement, des hommes préhistoriques, on devait réagir au danger de manière à pouvoir survivre. C'est-à-dire que le cerveau, le système nerveux, devait scruter l'environnement à la recherche de signaux qui nous indiquent si nous sommes en danger ou si nous sommes en sécurité. Le danger étant à cette époque-là de mourir à cause des prédateurs, de subir des intempéries qui pourraient potentiellement faire mourir la tribu, enfin bref, des réels dangers qui impliquent réellement un risque de mort. Et à l'inverse, ce même système nerveux va scruter les éléments de l'environnement qui sont des éléments qui permettent la survie, la sécurité, et donc va associer ces éléments-là à des sensations physiques et des pensées qui vont nous permettre d'aller vers ces éléments-là pour maintenir notre survie. Ce calcul danger-sécurité, le cerveau le fait automatiquement, il le fait de manière plus ou moins spontanée, et ce mécanisme est resté chez nous, être humain moderne entre guillemets, d'une manière qui du coup n'est plus adaptée, puisque la majorité des êtres humains aujourd'hui n'ont plus besoin de réfléchir de cette manière-là, puisque notre environnement n'a plus rien à voir avec ce qu'il était il y a 200 000 ans. Bref, tout ça pour dire que donc le système nerveux peut nous mettre dans, grosso modo, 3 états différents. Le premier état, c'est celui dans lequel on se sent en sécurité, détendu, tout va bien, la vie est belle, on peut faire ce qu'on a à faire sans se sentir en danger quelconque, et tout va bien. Le deuxième état, c'est celui qu'on va appeler le mode fuite-combat ou le mode, je sais pas, enfin bref, il y a plusieurs synonymes, mais en gros, c'est lorsqu'on va être mobilisé face au danger, c'est-à-dire qu'on détecte un danger,
notre cerveau va envoyer des messages dans notre corps pour sécréter des hormones qui nous permettent soit de fuir, soit de combattre ce danger. Et pour ce faire, il faut que le corps sécrète des hormones comme le cortisol, l'adrénaline, qui vont être des hormones qui vont permettre du coup à nos yeux, enfin à nos pupilles de se dilater pour mieux voir, notre rythme cardiaque de s'accélérer pour pouvoir courir, notre respiration s'accélérer pour pouvoir oxygéner nos organes, ça va mobiliser nos muscles, ça va les tendre, ça va les mettre dans un état qui leur permette de passer vite à l'action, et donc on est dans un état d'alerte, un état dans lequel on va agir. Et à l'inverse, le système nerveux peut aussi, face au danger, ne pas activer le mode fuite-combat, mais à l'inverse, nous mettre dans un état d'immobilité et de paralysie, un état dans lequel on va être face au danger, mais on va rien pouvoir faire, on va juste être sidéré, bloqué, dissocié de notre corps et de la situation, et entre gros guillemets, faire le mort. Pareil, dans ce cas-là, le cerveau sécrète des hormones qui vont automatiquement créer ces réactions-là, donc c'est pas des choses sur lesquelles nous avons un contrôle ou une marge de manœuvre très très grande. Le but de ce système nerveux, c'est de maintenir notre survie, du coup il n'y a pas de tergiversation à avoir, il active ces modes juste pour que tu puisses te maintenir en vie. Ça c'est valable quand il fonctionne bien, de manière optimale à nouveau. Par contre, quand il a subi des traumatismes, des lésions, alors je sais pas exactement comment on appelle ça, mais en gros, quand il a été détérioré, il va pas activer ces modes-là de manière adaptée, entre guillemets. Je m'explique. Quand le système nerveux fonctionne bien, on passe d'un état à l'autre de manière fluide. Par exemple, moi, Carolina, jeune femme de 27 ans qui vit à Genève, si je traverse la route et je me rends compte qu'il y a une voiture qui respecte pas le feu, c'est logique que mon cerveau active le mode fuite-combat pour que je cours lorsque la voiture arrive. Et ensuite, je vais revenir à un état de détente et de sécurité une fois que le danger est hors de portée. Quand le système nerveux ne peut pas se réguler correctement, il va activer ces modes-là, donc fuite, combat, dissociation, d'une manière qui n'est pas adaptée à la situation réelle. Par exemple moi, Carolina, jeune femme de 27 ans qui vit à Genève, qui va activer le mode fuite-combat parce qu'elle a reçu un message sur Instagram qui l'a fait paniquer et qui va lui faire du coup avoir des actions absolument disproportionnées par rapport à la réalité du danger de ce message. Ce n'est qu'un message, je ne vais pas mourir, tout va bien, mais ma réaction face à ça peut être complètement exagérée, disproportionnée et me faire avoir des comportements qui sont justement autodommageables pour moi. Et forcément, le retour à l'état normal, entre guillemets, serein, va se faire de manière très difficile, voire pas du tout, en fonction de à quel point on va mal. Et donc, il y aura plus de fluidité entre les différents changements d'état. On va avoir beaucoup de mal, en fait, à justement s'autoréguler. Et ça, c'est la problématique typiquement des personnes qui souffrent de stress post-traumatique complexe et des personnes borderline, c'est sensiblement à peu près le même trouble à peu de choses près. Il y a une image qui je trouve est très parlante pour illustrer ça, c'est celle de l'alarme incendie. J'ai vu cet exemple dans une vidéo que je te conseille vivement de regarder qui explique justement la théorie polyvagale beaucoup mieux que moi. Et donc dans cette vidéo, on prenait l'exemple de l'alarme incendie en disant que quand le système nerveux fonctionne bien, c'est comme s'il allait enclencher l'alarme incendie lorsqu'il y a de la fumée, ce qui est logique. S'il y a de la fumée, il y a du feu. S'il y a du feu, il y a un danger, on active l'alarme. Par contre, quand le système nerveux est dysrégulé et donc qu'on a des troubles mentaux liés à ça, on va avoir une alarme incendie qui se déclenche n'importe quand, n'importe comment, sans raison apparente, et en plus de ça, ça va nous faire énormément souffrir, ce qui ne va pas nous aider à aller mieux. Plus cette alarme se déclenche aléatoirement et n'importe comment, plus ça va générer chez nous des comportements inadaptés et justement autodestructeurs, autodommageables, plus ça va détériorer notre système nerveux, et ça recommence, et ça recommence, et ça recommence. J'ai fait un petit dessin chez ma psychiatre que je te partage ici pour que tu y vois plus clair. Donc, au milieu de cette feuille, j'ai écrit fenêtre de tolérance. Donc ça, c'est justement l'état dans lequel tout va bien, on est en sécurité, on est détendu. En haut, j'ai écrit fuite-combat, c'est justement le mode de mobilisation, le mode du système nerveux qui s'active pour lutter contre le danger. Et en bas, le mode dissociation-paralysie, donc la réaction inverse entre guillemets, mais qui est aussi une réaction face au danger. Chez une personne entre guillemets normale, la fenêtre de tolérance va être assez large, c'est-à-dire qu'il peut lui arriver plusieurs choses dans sa vie qui vont la heurter, qui vont la faire se sentir en danger, sans pour autant tout de suite aller dans ces zones rouges en termes de réaction physiologique. Autrement dit, pour les personnes qui vont bien par rapport à ça et qui n'ont pas de soucis particuliers, il faut vraiment qu'il y ait des événements
traumatisant et intense pour activer ce mode ou ce mode. Chez une personne borderline, le schéma ressemble plutôt à ça. C'est-à-dire que la fenêtre de tolérance est minuscule, autrement dit, les moments où on se sent en sécurité et détendu sont rares, et on connaît plus les états de fuite-combat ou de dissociation-paralysie que les états de détente et de sécurité. Moi, j'aime bien dire que c'est le mode pitbull ou spitz qui s'active parce que, bah oui, c'est caricatural, mais parce que voilà, même si je sais que les pitbulls sont des chiens absolument adorables et merveilleux, on peut quand même considérer qu'ils sont plus dangereux et qu'ils peuvent plus faire de mal qu'un spitz qui est tout doux, tout mignon, qui fait la taille même pas d'une pastèque. En d'autres termes, chez les personnes qui souffrent notamment de stress post-traumatique complexe et ou de troubles de la personnalité borderline, qui est à nouveau, je le répète, sensiblement la même chose, on va souvent activer le mode protection de manière aléatoire et inadaptée, ce qui nous empêche d'activer un autre mode de fonctionnement qui est celui de la connexion. Quand on se protège, on va se barricader, on va se mettre nous dans une petite boîte pour se sentir en sécurité, donc par définition, on s'isole du reste de l'environnement. Ce qui compte, c'est notre survie, c'est notre bien-être, et donc on va pas penser à autre chose que nous à ce moment-là. Toute l'attention est focalisée sur notre personne, on se protège. Le mode connexion, c'est celui dans lequel on va se permettre d'apprendre, d'interagir avec les autres, de faire confiance, de se laisser porter par l'environnement, par les événements, etc. Et si on est constamment en mode protection, on ne peut pas activer le mode connexion comme il faut. Et ça, c'est très problématique parce que ça enferme la personne troublée dans un mode de fonctionnement qui va se renforcer toujours plus, puisque ça va faire l'effet d'une prophétie autoréalisatrice. Plus je me protège de manière inadaptée, plus l'environnement et mon entourage me fait comprendre que je suis inadaptée, et plutôt que de comprendre que je suis inadaptée, je vais considérer que cet entourage et cet environnement est un danger, et donc me protéger encore plus, et donc m'enfermer encore plus dans ma logique, et me couper encore plus de ce qu'il y a autour de moi. Ce qui explique du coup un autre symptôme de cette liste, qui est donc les relations interpersonnelles absolument catastrophiques et difficiles à entretenir, mais ça on y reviendra dans une prochaine vidéo. Bref, maintenant qu'on a survolé vite fait la théorie polyvagale, on va revenir au sujet de notre vidéo et tu vas voir que ça va être très utile pour la compréhension de ce symptôme qui est donc le problème de l'impulsivité. L'impulsivité, c'est le fait d'agir de façon irréfléchie. On va parler ou on va avoir un comportement spontané qui va passer directement de la pensée à l'action sans avoir un temps de réflexion qui va nous permettre de penser à tiens, si je fais ça, quelles vont être les conséquences? Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que je suis en train de bien évaluer la situation, etc. Non. Quand on fait un acte impulsif, c'est un acte qu'on n'a pas analysé, intellectualisé, sur lequel on n'a pas pris de recul, on l'a pensé et ça sort. Typiquement, si on regarde le comportement des enfants en bas âge, on voit que cette impulsivité est plus ou moins naturelle dans la mesure où en fait les enfants ils doivent apprendre en grandissant que non, ils peuvent pas dire les choses comme ils les pensent, parce qu'ils vivent en société, donc en fait les choses qu'ils vont dire, il va falloir qu'ils réfléchissent à comment ils vont les dire, pourquoi ils vont les dire, dans quel contexte, etc. Concernant les comportements, les actions à proprement parler, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'un enfant en bas âge, c'est normal qu'en fait, s'il voit des bonbons, il ait envie de les manger, parce qu'en fait, il n'y a pas de processus derrière de réflexion, juste sucre, plaisir, j'y vais. Un enfant qui est en colère, la plupart du temps, il va pas avoir toute une réflexion sur pourquoi il est en colère et comment l'exprimer, etc. Non, il est en colère, il va taper. Il est triste, il pleure. Il est excité, il va crier. Donc en fait, ce chemin qui se fait automatiquement, c'est un chemin qui est plus ou moins naturel chez la plupart des gens. Alors, oui, je sais qu'il y a des enfants qui sont pas particulièrement impulsifs, mais disons que la tendance générale, c'est qu'ils le soient. Et donc, le rôle des adultes et de la société, c'est d'apprendre à ces enfants à gérer cette impulsivité pour être adaptés socialement. Non, tu peux pas dire ta gueule à la maîtresse, même si elle est pas gentille avec toi, tout simplement parce que c'est un gros mot et que ça va te créer des problèmes dans la vie si t'apprends pas que les gros mots, c'est pas des choses qu'on dit comme ça, n'importe comment, à n'importe qui. Non, tu peux pas taper ta camarade de classe ou lui tirer les cheveux ou la mettre dans la poubelle juste parce qu'en fait, elle est plus copine avec toi. Non, tu peux pas courir après ton ballon sans réfléchir au milieu de la route parce que t'as peur de perdre ton ballon puisque tu risques de mourir. Enfin bref, toutes ces choses que l'on va mettre en place pour faire en sorte que les enfants gèrent leur impulsivité, c'est des mécanismes d'inhibition. Inhiber quelque chose, c'est le restreindre, c'est le retenir. C'est-à-dire qu'on va apprendre aux enfants qu'ils ont une pensée, enfin une émotion, et donc à la place de juste exécuter l'action que génère cette émotion, il faut qu'on retienne l'émotion
qu'on l'interprète, qu'on l'intellectualise et qu'ensuite on prenne une décision de ce qu'on va faire de cette émotion. Ces mécanismes d'inhibition sont très importants pour la survie d'un être humain parce que si on n'apprend pas à un enfant comment retenir ses émotions ou en tout cas ne pas faire en sorte qu'il domine l'enfant, enfin que ses émotions dominent l'enfant, on le met en danger. Un enfant qui a aucune capacité d'inhibition, il va justement être en roue libre, il peut se mettre en danger, ne pas capter qu'il y a des situations dans lesquelles vraiment il risque sa vie et sa sécurité. Le problème chez les personnes qui ont été maltraitées, traumatisées, bref, tu connais la chanson, c'est que ces mécanismes d'inhibition-là, ils sont pas effectifs, ou en tout cas, ils sont pas comme ils devraient être. C'est pourquoi les enfants, les préados, les ados qui ont du mal à gérer leur impulsivité vont avoir une catégorie collée sur leur tête de troubles du comportement, de colériques, enfin bref, voilà, on va les pathologiser en considérant que ils ont un problème mental et qu'il faut les réparer. Or, si on vivait dans une société moins discriminante, peut-être que les gens seraient forcément moins traumatisés et donc développeraient moins de problèmes de comportement et donc moins de pathologies associées et de catégorisation, mais bref, ça c'est un autre sujet pour une autre vidéo. On revient à nos moutons. Ce qui est intéressant avec ces mécanismes d'inhibition, c'est qu'une fois à l'âge adulte, on peut voir qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à se désinhiber toute seule, c'est-à-dire à s'autoriser parfois à être impulsif, parce qu'il y a des moments où aussi c'est important de pouvoir être impulsif, c'est pas forcément une mauvaise chose, mais donc il y a plein d'adultes qui sont complètement incapables de se désinhiber sans substance psychoactive. C'est pourquoi beaucoup de personnes vont avoir un usage d'alcool ou de stupéfiants en tout genre pour s'autoriser à faire des choses qu'ils ne s'autorisent jamais à faire quand ils sont sobres. Tout simplement parce que les substances psychoactives, justement, lèvent nos mécanismes d'inhibition et nous laisse libre cours à être authentique, spontané, impulsif et justement dans une forme de... comment dire ? On peut justement associer ça à des comportements enfantins. Alors que les adultes sont aussi impulsifs, c'est juste qu'en fait, ils ont appris à gérer ça autrement. Donc chez les personnes qui ont été polytraumatisées, ces mécanismes d'inhibition ne sont pas fonctionnels, ou en tout cas pas de manière très efficace, et vont justement vivre des difficultés à cause de leur incapacité à gérer cette impulsivité. De la même manière que l'on peut utiliser les stupéfiants pour lever les mécanismes d'inhibition, on peut aussi utiliser ces stupéfiants pour s'inhiber totalement. Je sais que ça paraît contradictoire et paradoxal, mais laisse-moi t'expliquer. Imaginons qu'on a une personne extrêmement timide. Elle est très inhibée, en tout cas dans sa capacité à interagir avec les autres. Si cette personne-là s'alcoolise et donc se permet, grâce à l'alcool, de faire la fête, d'interagir avec les autres, de flirter, etc., elle utilise l'alcool comme un moyen de se désinhiber. A l'inverse, si on prend une personne borderline qui donc a du mal à s'inhiber toute seule, elle peut avoir un usage de l'alcool qui cherche à l'anesthésier, donc justement à inhiber ses émotions. Tout ça pour dire qu'avec une même substance, deux personnes peuvent avoir un usage complètement opposé. La personne timide qui va consommer de l'alcool pour se désinhiber, elle va sûrement utiliser l'alcool pour activer ses émotions, pour les ressentir mieux, de manière plus spontanée, plus authentique, plus intense, alors qu'une personne borderline qui justement vit tout le temps des émotions intenses et douloureuses la plupart du temps, peut utiliser l'alcool pour anesthésier tout ça. Typiquement, dans la vidéo que j'ai faite il y a quelques semaines sur le fait que je me justifie tout le temps, je suis en train de décrire de l'impulsivité pure et dure, c'est-à-dire qu'en fait, quand je suis avec des gens et que je me mets à étaler ma vie et à trauma dump tous les gens autour de moi, je réfléchis pas en fait à ce que je suis en train de faire. Je suis là et mon cerveau active tout de suite un mode fuite-combat qui va se manifester par le fait que je vais parler, donner des détails de ma vie, me justifier, etc. Et je me rends pas compte que je fais ça. Et quand je fais ça, en fait, j'essaye de me protéger, j'essaye d'assurer ma survie parce qu'en fait, je suis convaincue que si je ne fais pas ça, je vais vivre des problèmes, les personnes ne vont pas m'aimer, ou vont me faire du mal, ou vont me manipuler, ou vont me maltraiter, etc. Donc, pour me protéger du fait que potentiellement je sois face à des personnes malveillantes, je vais vomir mon existence alors que c'est pas adapté et c'est pas nécessaire en fait. Le truc avec l'impulsivité, c'est que ça a des bons comme des mauvais côtés. Le côté positif, c'est que du coup, les personnes... Le côté positif, c'est que du coup, il y a un aspect spontané, créatif, authentique, sincère derrière l'impulsivité, puisqu'en fait, c'est juste nos émotions brutes telle quelle, donc notre vérité intérieure. Mais l'aspect négatif de l'impulsivité, c'est que lorsque le cerveau va avoir des émotions négatives et des pensées négatives, toxiques, à cause des traumatismes notamment, que quand on va avoir ces émotions et ces pensées associées, on va aussi être impulsif et donc ne pas réfléchir aux actes qui vont découler de ce mal-être. Et typiquement, les actes que j'ai mentionnés tout à l'heure,
on va pas réfléchir à qu'est-ce que ça fait si je prends telle drogue, à qu'est-ce que ça fait si je vais dans telle voiture, qu'est-ce que ça fait si je couche avec telle personne, qu'est-ce que ça fait si je me mutile de telle manière, etc. Et là, c'est très problématique et ça peut mettre notre vie en danger. Donc déjà, la première étape par rapport à l'impulsivité, c'est déjà de reconnaître les moments dans notre quotidien où on se montre impulsif, d'essayer de s'en rendre compte. Ça implique que l'on doive prendre du recul, ça implique qu'on doive apprendre à s'écouter et à s'observer au quotidien. C'est pas facile, ça prend beaucoup de temps, d'énergie et c'est épuisant, mais si tu veux aller mieux, c'est une étape nécessaire. Donc on va se poser plusieurs questions. Typiquement, à la fin de la journée, tu peux te refaire le fil de ce qui s'est passé et essayer de voir à quel moment tu t'es montré impulsif et pourquoi. L'intérêt ici, c'est de reconnaître les contextes dans lesquels cette impulsivité se déclenche. Est-ce qu'elle se déclenche quand t'es avec une certaine personne? Est-ce qu'elle se déclenche quand t'es dans un certain endroit? Est-ce qu'elle se déclenche quand t'es dans un certain état de fatigue? Une fois que ça c'est fait, plutôt que de se punir et de faire le borderline et donc de trouver des moyens de s'autodétruire, on va chercher à comprendre comment on peut utiliser cette impulsivité dans notre intérêt. Par exemple, dans mon cas, quand j'ai eu 18 ans, j'ai décidé d'ouvrir cette chaîne YouTube et j'ai pondu des centaines de vidéos dans lesquelles je me suis montrée très impulsive. Et quand je dis impulsive, c'est pas que je faisais des vidéos dans lesquelles je me mettais à crier et menacer des gens, c'est pas ça. C'est de l'impulsivité dans le sens où j'allume ma caméra, je débite ce que j'ai à débiter sans réfléchir et beaucoup de fois j'ai posté des choses que je n'ai pas assumées par la suite parce qu'en fait j'avais pas réfléchi à qu'est-ce que ça pouvait avoir comme conséquence de dire les choses que je disais et comment je les disais. Le fait d'avoir fait des vidéos en ligne, pour moi, ça a été un moyen de sublimer mon impulsivité, puisqu'en fait, ça a été un outil pour que j'en fasse quelque chose de bénéfique pour moi et pour d'autres personnes. J'utilise aussi cette impulsivité dans le cadre du sport, comme j'en parlais dans ma dernière vidéo de la semaine passée. La boxe est un sport qui me permet vraiment de vivre et d'incarner cette impulsivité de manière complète et entière. Donc le but c'est pas de chercher à ne plus être soi-même ou à se forcer et se contrôler de manière disproportionnée parce qu'en fait tu vas juste t'épuiser et te sentir mal. Le but c'est de reconnaître comment tu es impulsif et comment tu vas faire pour que cette impulsivité soit au service de quelque chose qui te fasse du bien. L'étape d'après, c'est de définir et d'identifier les éléments qui sont indispensables pour être dans notre fenêtre de tolérance. On l'a vu tout à l'heure avec le schéma que j'ai montré, la fenêtre de tolérance d'une personne polytraumatisée, borderline, mets le mot que tu veux, elle est extrêmement étroite. Ça veut dire que très facilement et très vite, tu vas basculer en mode pitbull, fuite combat, ou en mode spitz, dissociation paralysie. Pour les personnes comme nous, il faut des éléments quotidiens qui permettent de nous cadrer et de nous faire sentir en sécurité coûte que coûte. Et si on n'a pas ces éléments-là, c'est fini pour notre gueule, vraiment genre. Ces choses-là, typiquement, ça peut être le fait de s'assurer d'avoir un sommeil suffisant. Moi, je sais que quand je dors mal, je suis en roue libre, j'ai pas l'énergie mentale nécessaire pour canaliser tous les trucs qui se passent à l'intérieur de moi. Et quand j'ai pas cette énergie, je me mets en danger, je fais de la merde et je me sens mal. Donc moi, j'ai identifié que le sommeil, c'était très important pour que je puisse rester dans ma fenêtre de tolérance qui est très petite. À cette liste d'éléments, j'ai donc rajouté, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, le sport de combat régulier. Je sais que si je m'entraîne pas minimum 2 fois par semaine, je ne me sens pas bien. Je sors de ma fenêtre de tolérance parce que faire ces entraînements-là, ça me permet de me donner un cadre, une stabilité, un point de référence, un genre un endroit où je sais que je vais pouvoir me défouler. Ensuite, moi, j'ai rajouté le fait d'aller en thérapie. Aujourd'hui, je ne me sens pas capable de survivre normalement si j'ai pas en arrière-plan la sécurité que une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, je peux aller voir un thérapeute et me sentir dans un cadre sécurisant dans lequel je vais pouvoir continuer d'avancer en fait dans mon processus de guérison. Un autre de ces éléments, ça peut être le fait de ne jamais être vraiment seule. Il y a des personnes qui savent pas être seules en fait, et c'est pas grave si elles y arrivent pas pour l'instant, peut-être qu'elles y arriveront un jour, mais il y a des gens, une fois qu'ils ont identifié le fait qu'ils avaient du mal avec la solitude, ils vont mettre en place quelque chose pour justement contrer cette solitude. Par exemple, participer à des groupes de parole, s'intéresser à une nouvelle activité dans laquelle on peut connaître des nouvelles personnes, fréquenter sa famille quotidiennement, j'en sais rien, mais en gros, il faut identifier quelles sont les choses qui te permettent de t'envelopper de ce sentiment de sécurité et de te garder dans cette fenêtre de tolérance. Et la dernière chose que je voudrais rajouter avant de terminer cette vidéo, c'est le fait maintenant tu vas t'imprimer ça dans la tête s'il te plaît, tu te le tatoues sur le front, c'est que tu prends
5-10 secondes de ton temps quand tu sens que tu sors de ta fenêtre de tolérance avant d'exploser. J'en avais déjà parlé dans une vidéo qui date, d'ailleurs j'étais une enfant sur cette vidéo, je crois que là, ça fait longtemps que je l'ai pas vue, mais je suis sûre que j'ai même pas le même ton de voix, je parlais de manière beaucoup plus aiguë, beaucoup plus spontanée et tout, dans cette vidéo où j'expliquais justement mon rapport à la colère, mais en fait je parle exactement de ça, je parle d'impulsivité, donc tu vois que ça date pas d'hier, hein, le fait que j'y réfléchisse. Et dans cette vidéo là j'explique justement ça, le fait que quand tu sens que la colère elle monte, ou n'importe quelle autre émotion négative qui te fait sortir de ta fenêtre de tolérance, quand tu sens que ça monte, plutôt que de justement tout de suite réagir à ça, de consciemment faire l'exercice de se dire je vais compter jusqu'à 10, je vais compter jusqu'à 10, ou bien je vais faire 3 respirations, ou bien je vais compter mes doigts, j'en sais rien, mais faire un truc mais qui prend que quelques secondes, qui nous permettent d'établir un tout petit temps minuscule de réflexion pour justement éviter de tout de suite se montrer impulsif. Moi, je l'expérimente avec les enfants desquels je m'occupe dans le cadre de mon travail alimentaire, parce que du coup j'ai 2 jobs, je travaille avec des enfants et je suis vidéaste, militante, tout ce que tu veux. Et quand je suis avec des enfants et que justement je vois que leurs émotions surviennent et que, oula, il y a un coup qui va partir, ou une claque, ou une insulte, quand je vois que ça monte, tout de suite je me mets à leur niveau, je leur parle doucement et je leur dis respire 2 secondes. Et en fait, des fois, juste prendre 3 respirations, c'est suffisant déjà pour faire baisser. C'est très rapide en fait, c'est tellement furtif, c'est tellement... ça va tellement vite à l'intérieur que quelques secondes suffisent en fait à faire redescendre la pression. Une fois qu'on fait ce travail et qu'on commence à fonctionner un tout petit peu différemment, on se rend vite compte que le besoin de s'autodétruire diminue fortement. C'est un besoin qui cherche à diminuer la douleur ressentie à l'intérieur, bien que sur le long terme, en fait, ça ne fait que l'empirer. Mais sur le court terme, ça donne la sensation de l'atténuer. Donc si on se sent moins mal à l'intérieur de nous, on a moins besoin d'avoir ces comportements d'autodestruction pour diminuer cette sensation de mal-être, donc on a tout intérêt à apprendre à se connaître, à apprendre à gérer son impulsivité, à apprendre à l'utiliser à des fins bénéfiques pour nous, ce qui va diminuer la souffrance intérieure et donc les besoins viscéraux de se faire du mal. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo, j'espère qu'elle aura pu être claire et qu'elle aura pu t'apporter des pistes de réflexion. Si mon travail de manière générale te plaît, tu peux participer à son financement en me faisant un petit don sur Tipeee, même si c'est 50 centimes ou 1 euro. Pour moi, ça fait la différence au quotidien et ça me permet d'être la plus indépendante possible. Merci infiniment aux personnes qui me font des dons depuis plusieurs années, quelle que soit la valeur ou la fréquence des dons, chaque petit don me fait extrêmement chaud au cœur et me permet vraiment de donner du sens à mon travail et de continuer du coup sur ma lancée. J'ai aussi des partenaires ponctuels qui me permettent de mieux vivre de ça, mais du coup vraiment j'ai une reconnaissance infinie envers vous et je vous remercie de participer à ce que cette chaîne puisse continuer de vivre parce que c'est vraiment pas facile en fait de faire ce que je fais. Mais bref, on est là, je regrette pas, j'essaie juste de continuer de sublimer le truc au mieux. Donc voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends grand soin de toi et n'oublie jamais que je t'aime très fort.